Suite, le tour des ondes avec Olivier Audou. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Je me disais que ça pourrait être intéressant pour une fois de parler des radios en dehors de la France. Et Olivier, toi qui es fondateur du site chouk.fr, tu es surtout un fin connaisseur des radios anglaises. Qu'est-ce que tu peux nous dire de particulier sur les radios britanniques ? Je peux dire plein de choses. J'avais écrit pas mal de choses sur la lettre pro de la radio ces dernières années, sur la radio britannique, notamment sur tout ce qui est du DAB. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler des radios traditionnelles et historiques, car cette année, il y a eu une espèce de Big Bang en fait sur le marché de la radio d'outre-Manche. Et c'est un Big Bang qui est assez sérieux parce qu'il risque tout simplement de faire disparaître les radios locales. C'est d'autant plus surprenant que le paysage radio n'avait quasiment pas changé depuis 45 ans. Alors c'est vrai que tu avais écrit pas mal d'articles à ce sujet ces derniers mois, mais pour les auditeurs là qui nous écoutent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, justement, si on revient un petit peu aux origines, en 1973, il y a eu l'éclosion des radios libres, c'est-à-dire les premières radios privées autorisées outre-Manche, donc à 8 ans avant la France, donc un marché assez précurseur. Et les années suivantes, en fait, le paysage radio britannique, il est resté assez polarisé autour de deux types de radios. Les programmes nationaux d'un côté, toujours majoritairement couverts par le service public, par la BBC. Et d'un autre côté, eh bien, ces nouvelles radios, les radios locales privées, mais toujours en fait des programmes locaux en province, dans toutes les villes britanniques. Tu veux dire que les couvertures, en fait, ça dépassait pas plus d'une ville ou d'une région, pas de réseau privé à échelle nationale comme en France, comme on a nous avec Énergie, RFM, RTL2, etc. Ben non, jusqu'à très récemment, non, il n'y en avait pas, tout simplement parce que la réglementation était très stricte, ce qui fait qu'en fait, le paysage avait quasiment pas changé, avec toujours un secteur privé qui était très localisé sur les radios locales uniquement. Et en fait, ça a commencé à changer seulement au début des années 2000, où les premières radios locales se sont mises en réseau, parce qu'avant, c'était tout simplement interdit ou quasiment interdit, parce qu'il y avait des contraintes en programmation très fortes. Ça veut dire que jusqu'au début des années 2000, en fait, il n'y avait quasiment pas de radio de catégorie C. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de radio de catégorie D non plus, parce qu'il n'y avait pas de réseaux passifs nationaux. Il y avait une seule radio, Classic FM, qui est le seul, Classic FM, qui n'est pas de radio nationale au final. En fait, la BBC occupait la majorité du marché de la radio nationale, et les radios privées se contentaient de couvrir les radios locales. Alors du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la BBC en fait avait un monopole, mais depuis, ça a changé en fait. Qu'est-ce qui a changé ? Mais en fait, ce qui a changé, donc c'est au début des années 2000. D'abord, il y a eu l'arrivée du DAB national. Alors, ça a amené une nouvelle offre privée, et cette fois-ci à échelle nationale. La couverture en DAB était encore relativement faible. Le taux d'équipement dans les foyers était relativement faible, ce qui fait que c'était pas encore une grosse concurrence sur le DAB. En fait, c'est à partir de 2010 où cette fois-ci en FM, il y a eu une première dérégulation qui a permis aux radios locales de se regrouper en réseau, donc de prendre une marque nationale, mais en faisant toujours 7 heures de programme local en direct et sans voice track, obligé de faire le morning et le drive en direct et en local, en région, à l'échelle des counties, c'est-à-dire les counties, c'est l'équivalent des départements français, c'est-à-dire sur des zones très restreintes. Ça veut dire que sur un réseau comme Hearts, par exemple, il y avait une trentaine de radios locales qui décrochaient tous les matins entre 6h et 10h et entre 16h et 19h. C'est un peu comme si nous, on avait les Fun Radio et que toutes les matinales et les drives de Fun Radio, c'était fait dans les antennes locales des villes. Jusqu'à la fin de l'année dernière, c'était comme ça. Il y avait des contraintes énormes, mais il y avait quand même des réseaux qui émergeaient avec ces grosses contraintes en programmation locale. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé là récemment ? Cette dérégulation, c'est quoi en fait ? En fait, ce qui s'est passé, c'est à la fin de 2018, patatras, l'Ofcom, le régulateur britannique, c'est-à-dire l'équivalent de notre CSA, a non seulement décidé de réduire de 7 heures à 3 heures quotidiennes les décrochages locaux, mais surtout il a autorisé le regroupement des radios locales en 10 énormes régions, en gros des plateformes régionales, alors qu'avant le maillage était composé de 31 zones locales. C'est pour ça qu'on avait ce maillage très 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 détaillé au niveau des réseaux qui décrochaient. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, immédiatement, on a vu des dizaines et des dizaines de radios locales, donc depuis le début de l'année, depuis 2019, se faire racheter les unes après les autres, ou même tout simplement disparaître après avoir été engloutis dans ces nouvelles plateformes régionales énormes. Du coup, en quelques mois, c'est le maillage très très serré de la radio locale britannique qui a totalement explosé.
alors qu'il avait tenu pendant près d'un demi-siècle. Donc c'est un changement énorme, un bouleversement énorme. Et comme tu peux l'imaginer, Anthony, en conséquence, c'était quoi? Des dizaines et des dizaines de studios qui ont fermé, et puis des emplois en région qui ont disparu, mais vraiment en quelques mois, par centaines, par plusieurs centaines. On estime en fait que sur l'ensemble du marché, ce serait au moins 250 emplois qui auraient disparu en l'espace de quelques mois. Mais le truc, c'est là, je comprends pas trop en fait. Pourquoi l'Ofcom a voulu faire ça en fait? Enfin, les radios locales étaient en difficulté ou? Même pas, effectivement. Bien sûr, c'est dans un objectif économique, mais en fait, le média radio n'avait vraiment pas besoin de ça, du moins pas en ce moment, parce que il a jamais été aussi en forme qu'actuellement. Les revenus publicitaires sont à des niveaux records depuis 10 ans, et du coup, il n'y avait pas vraiment une raison cette année de le faire. Surtout un changement aussi gros avec à la fois la fin d'un des deux primes de la radio et en même temps le regroupement en des plateformes énormes régionales. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux grands groupes de radio du pays, qui s'appellent Global et Bauer, en fait, ils ont œuvré l'année dernière et même un peu l'année avant pendant des nombreux mois en coulisses pour faire assouplir la réglementation qui était très stricte, et notamment à travers leur organisme de lobbying, le Radio Center. Ouais. Le Radio Center, c'est pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une sorte de gros CRT, c'est ça? C'est ça, le Radio Center, c'est un espèce de super CRT pour les radios nationaux. Il y a aussi les radios locales dedans, mais en gros, le CRT, c'est que pour les radios locales en France. Et là-bas, ils sont organisants et ils ont un espèce de bureau de la radio qui couvre toutes les radios, mais au final, il est principalement financé par les groupes nationaux. Et cet organisme a œuvré en coulisses pour justement faire passer cette dérégulation. Et justement en venir à ce succès complet parce qu'ils ont obtenu en gros toutes leurs demandes. Mais attends, du coup, l'intérêt de ces groupes, c'était quoi concrètement? C'était principalement de faire des économies, comme on a vu. La loi d'avant obligeait à avoir des studios un peu partout et d'avoir beaucoup d'investissements en termes de nombre de personnel dans les radios. Donc l'objectif, c'était bien sûr de faire des économies d'échelle colossales. Mais aussi de pouvoir acheter de nouvelles radios locales, parce qu'à partir du moment où on n'a plus besoin d'avoir un studio dans chaque ville et d'avoir un morning et un drive qui soient faits en local, bien sûr, ça devient beaucoup plus rentable. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que depuis en l'espace de 3 mois, au début de l'année, Bauer, donc l'un des deux groupes nationaux, a racheté pas moins de 4 groupes régionaux avec l'espoir de tout syndiquer, toutes ces radios sur ces réseaux existants. Et ça veut dire que là, maintenant, il y a presque plus de radios indépendantes, en fait, c'est ça? Au final, sachant que ces gros groupes régionaux étaient un peu les derniers indépendants, au final, il reste maintenant très peu de radios locales indépendantes au niveau de leur capitale. Et même celles qui diffusent encore un programme local, a priori, devraient basculer sur un programme national avec très peu de décrochage et des regroupements en plateforme régionale. Mais le truc, ce que je comprends pas, c'est que c'était quand même leur force en fait, le fait d'être des radios locales, notamment comparé à la BBC, et du coup le fait qu'ils deviennent des réseaux nationaux, enfin ça a dû faire fuir les auditeurs, non? Enfin, quelle a été la réaction des auditeurs justement? C'est un petit peu en fait ce que les groupes ont sous-estimé. Ils ont fait des calculs d'échelle. Ils se sont dit, comme on a des marques nationales très fortes, au final, les auditeurs, ils vont peut-être pas trop remarquer ce qui va se passer. Mais au final, ils ont un peu sous-estimé justement le fait qu'on était dans un paysage qui était très marqué avec la BBC en national et les radios privées en local. Et en fait, les auditeurs, pour eux, c'était inné qu'une radio privée devait faire ses programmes en local sur le morning et sur le drive. En fait, au final, les auditeurs, ils n'ont pas très bien réagi parce qu'ils étaient habitués à avoir un peu ce modèle où en fait la BBC proposait des programmes nationaux, et puis au final, toutes les radios privées, au final, pour eux, c'était des radios qui étaient locales et uniquement locales. Même quand ils écoutaient Heart, pour eux, c'était une radio locale, même si la marque Heart était présente sur tout le pays. Au final, ils considéraient ça comme une radio locale, juste parce que tous les matins et tous les soirs, c'était des animateurs locaux qui faisaient leur programme en direct. Ce qui fait que quand brutalement les mornings ont été supprimés, d'abord sur Capital et sur Heart, on a vu sur les réseaux sociaux en fait
des espèces de révoltes, Ouais. des centaines et des centaines de messages très virulents à l'encontre des dirigeants de ces réseaux, C'est vrai que c'était très nombreux. carrément en allant chercher leur nom sur Internet, comprendre ce qui s'était passé, parce que on leur a rien expliqué, on leur a fait aucune notification à l'avance, on leur a rien expliqué. Et justement, enfin, moi j'avais vu des jeux de mots des auditeurs avec Heart. Ils avaient renommé le réseau Heartless, c'est ça? Pour dire sans Ouais, pitié. c'est ça. Quoi. Heart, Ouais. ça veut dire cœur en Ouais. anglais. Dès que la radio postait la moindre nouvelle, ils répondaient avec des tonnes de messages, avec des photos, et en renommant la radio Heartless, ce qui veut dire sans cœur, sans pitié en fait. Alors justement, pour ceux qui n'ont jamais entendu le Morning Show national sur Heart, on a un extrait à vous faire écouter. This is Heart from Global. Good morning, it's Friday morning. This is Heart Breakfast with Jamie Theakston and Lucy Horrobin in for Amanda Holden. So it's been 4 years since Coldplay's Head Full of Dreams album. They got a new album out, it's called Everyday Life, and we'll be playing one of the songs from it for the very first time in just a bit. Leanne Rimes and Whitney Houston also on the way. Extrait du Morning Show national de la radio anglaise Heart. Alors ça, c'est maintenant ce que on peut entendre dans toute l'Angleterre, alors qu'avant, le Morning Show était spécifique par petite région d'Angleterre. Et du côté de Capital, c'est pareil. Il y a maintenant un Morning Show national. Voici ce que ça donne. Capital Breakfast. With Roman Kemp. Wait, hello? Wednesday, the 23rd of October, it's Capital Breakfast, and put your hands together. I love having this guy on the show. It's Jack Whitehall. Jack, it's been very busy time for you. Yes, it has. The Stood Up tour, Yeah. keeping going. Like this is absolutely massive. I mean, adding dates to tours that that are out there and stuff like that. Is it more nerve-wracking because you're like, I thought I'd finished. We've got to do more now. No, because it's a bit like, now I've got the show and I love the show and Yeah. I'm excited about the show. On your radio, on Global Player, and Play Capital. this is Capital News. From Global's newsroom at 8. Extrait cette fois-ci du Morning Show de Capital. Le fait d'avoir un morning national qui est animé avec des jeunes très branchés, un peu youtubeurs, au final, c'est plutôt bien passé au niveau marketing. Sur Heart, par contre, c'est arrivé, le nouveau morning national est arrivé début juin. Il y a quand même eu 22 mornings locaux qui ont été supprimés du jour au lendemain. C'est quand même énorme. Ouais. Et aussi 12 drives qui ont été supprimés. Il ne reste que 10 drives sur 10 grosses régions. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que ceux qui étaient attachés à leurs programmes locaux, ils ont zappé en fait vers d'autres radios locales. D'autres radios locales, pas vraiment, parce que au final, comme on l'a vu, toutes les radios locales, le marché était déjà pas très gros, parce que la BBC prend une grosse place sur la bande FM avec ses programmes nationaux. Ils ont une bande de fréquences qui prend, disons, les 2/3 de la bande FM, ce qui fait que le marché de la radio locale, on avait entre 3 et 7 radios locales dans chaque ville, et maintenant elles appartiennent quasiment toutes, soit à Global, soit à Bauer, et la plupart sont déjà passés en réseau. Ça veut dire qu'au final, eh bien les auditeurs qui ont perdu leur morning show en local n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas d'alternative en local. Les seules alternatives qu'ils ont aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelques radios communautaires, mais elles sont très récentes, elles sont pas nombreuses, elles sont pas professionnelles. Et sinon, il y a les radios locales de la BBC, disons l'équivalent des France Bleu, mais bon, qui ont un peu une image un peu plus, disons, académique, service public. Donc c'est pas du tout les morning shows locaux qui avaient en place avant. Alors bon, on a un extrait issu de BBC Newcastle par exemple, qui est une des locales de la BBC. Alors bon, jusqu'ici on a écouté des extraits de Morning Show. Là, je vous propose qu'on s'écoute The Evening Show avec Tamsin Robson. Seal and crazy. Honestly, that bloke has a voice like velvet. BBC Newcastle. Radio for the North East. This is The Evening Show with Tamsin Robson. And of course, kicking off the show this evening, the fabulous, the wonderful, she is an inspiration to me massively. Gwen Stefani, what you waiting for? You know what it is? I just want to be friends with Gwen Stefani. I really think her and I would get on swimmingly. But welcome to the evening show with me, Tamsin, here with you on this Wednesday, the 23rd of October, 8 minutes past 8. Hope you're good. Hope you've had an okay day. I know it's like hump day, the middle of the week, but just think, the weekend is upon us. We are minutes and minutes closer to Friday. Just keep thinking about that. That'll keep you going.
What'll also keep you going as well, some absolutely cracking tunes on the show this evening. Got the Arctic Monkeys on the way, also got a BBC introducing track coming up for you very shortly, and one of my personal favourites from my favourite Spice Girl when she decided to go solo. Also got some fabulous guests on the show this evening. We'll tell you more about them very, very shortly. This, however, is the new one from Mr. James Blunt. This is Cold on BBC Newcastle, Radio for the North East. The Evening Show issu de BBC Newcastle. Voilà, j'ai pris une des locales de BBC au hasard. Alors toi tu disais qu'en fait les locales de la BBC c'était trop académique, c'est-à-dire il y a moins de liberté. C'est un peu plus tourné sur l'information, c'est un peu plus parlé, mais du coup on est un petit peu moins dans le fun, dans l'humour, etc. En fait les mornings locaux qui étaient sur les radios privées, c'était un petit peu comme des Coé et des stars des mornings nationaux qu'on pourrait avoir en France, mais vraiment aussi tourné sur le local, mais du coup toujours sur des formats hits, c'est-à-dire très très commerciaux, et du coup il y avait un très bon mélange au final d'avoir des formats hits avec une très forte présence locale, comme on pourrait le trouver sur des radios B en France. Et au final on a perdu ça, on n'a pas vraiment d'alternative, parce que voilà, si on compare une radio B dynamique jeune format hit avec un France Bleu local, c'est pas vraiment la même chose. Mais est-ce qu'il y a un risque que en fait les auditeurs carrément abandonnent la radio, en fait, ceux qui écoutaient ces formats-là? Est-ce que il y a pas un risque que finalement ils se tournent ailleurs sur d'autres plateformes et ils abandonnent complètement la radio? Je pense que c'est un petit peu le mauvais calcul qu'a fait la profession, en se disant effectivement on peut faire des économies d'échelle, on va pas s'emmerder, on sait faire de la radio. Faire de la radio en national, c'est pas si différent que de faire de la radio locale, mais beaucoup de réactions qu'il y a eu qu'on a vu sur les radios, sur les réseaux sociaux. Au final, c'est je vais arrêter d'écouter la radio, je vais me mettre sur Spotify ou je vais écouter des podcasts. Et au final, c'est un peu un pied de nez, parce que Global et Bauer avaient justement justifié ces changements pour mieux se défendre contre la concurrence du numérique. Mais au final, sous prétexte d'économie, en fait, le média britannique a peut-être tué ce qui faisait sa dernière spécificité, c'est-à-dire ce qui pouvait la différencier de l'offre numérique, c'est-à-dire avoir une présence locale dans chacun des transistors. Donc au final, peut-être que les gens, au final, faute d'une offre alternative, vont peut-être juste arrêter d'écouter la radio, parce qu'au final, si c'est pour écouter de la musique et puis écouter des blagues, je pense qu'on peut écouter de la musique avec Spotify, et puis on peut peut-être écouter des contenus parlés rigolos avec des podcasts. Ah bah oui, là, mais bon, forcément, là, il y a un marché qui s'ouvre pour les producteurs de podcasts, du coup. Alors, c'est aussi quelque chose qui développe beaucoup au Royaume-Uni, les producteurs indépendants au final, et c'est vrai que même les radios nationales investissent beaucoup là-dessus. Il y a une espèce de fonds de création, un fonds de la création audio qui est financé par les radios privées. Pour justement développer un petit peu les contenus audio dans l'ère du numérique. Alors on verra, peut-être que je suis pessimiste sur le fait que la radio locale pourrait signifier la fin de la radio en Angleterre. On va peut-être pas aller dans cet extrême-là. Peut-être que j'ai raison, et puis peut-être qu'au final que j'ai tort, et puis qu'au final un modèle radiophonique 100% national avec une offre décuplée avec le DAB, au final peut-être que ça satisfera tous les auditeurs, et peut-être que le futur est de ne plus parler, de ne plus faire d'information locale. Mais merci Olivier en tout cas pour ce point de vue complet, très intéressant. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, contact@vocas.fr ou sur nos Twitter respectifs, @OODDOU pour toi Olivier, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour Olivier Audou en fait, tout simplement, et @Anthony Gouraud pour moi. Des ondes Vocast.